Cette histoire va vous choquer. Une mère qui pensait bien faire, un père qui avait vu le danger venir depuis le début, et un fils qui a grandi avec un amour interdit dans le cœur. Personne dans ce quartier ne pouvait imaginer ce qui se passait derrière les murs de cette maison. Personne ne pouvait deviner que le petit garçon innocent allait un jour prononcer des mots que sa propre mère n'était pas prête à entendre. Cette histoire, elle parle de limites, de conséquences et du prix que toute une famille a payé parce que quelqu'un a refusé d'écouter un avertissement. Si vous aimez les histoires vraies, les histoires qui font réfléchir, les histoires qui touchent le cœur et qui peuvent même sauver une famille, alors restez jusqu'à la fin. Parce que la fin de cette histoire, personne ne pouvait la prédire. Avant de commencer, dites-moi en commentaire de quel pays vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien rater et mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo. Votre soutien me motive à vous apporter encore plus d'histoires comme celle-là. Maintenant, installez-vous bien, et écoutez. Dans un quartier populaire d'Abidjan, il y avait une femme qui s'appelait Essatou. Essatou était une femme belle, douce, aimante, le genre de femme que tout le monde dans le quartier respectait. Elle avait épousé un homme du nom de Moussa. Moussa était un homme sérieux, travailleur, un homme de principe. Il aimait sa femme plus que tout au monde et quand leur fils est né, Moussa a senti que sa vie était enfin complète. Ils ont appelé leur fils Sékou. Sékou était un beau bébé, avec les yeux de sa mère et le sourire de son père. La naissance de Sékou a rempli cette maison de bonheur. Essatou, en tant que nouvelle maman, faisait tout pour son fils. Elle le portait partout, elle le nourrissait, elle le lavait, elle dormait à côté de lui. Et comme beaucoup de mamans le font avec leur bébé, Essatou avait pris l'habitude de se doucher avec le petit Sékou. Elle le mettait dans la douche avec elle, elle le savonnait, elle le rinçait, et cela faisait partie de leur routine quotidienne. Quand Sékou avait quelques mois, cela paraissait tout à fait normal. Après tout, un bébé ne comprend rien, un bébé ne voit rien, un bébé a juste besoin de sa mère. Le temps a passé. Sékou a commencé à marcher, puis à parler. Il grandissait bien. Il était un enfant joyeux, attaché à sa mère comme tous les enfants de son âge. Mais il y avait une chose qui n'avait pas changé. Chaque soir, Essatou continuait de prendre sa douche avec Sékou. Même quand Sékou a eu 2 ans, puis 3 ans, la routine restait la même. Essatou ne voyait aucun problème dans cette habitude. Pour elle, Sékou était toujours son bébé, son petit garçon, son enfant innocent. Elle ne pensait pas à mal. Elle se disait que ce n'était rien, que Sékou ne comprenait pas, que de toute façon il était trop petit pour remarquer quoi que ce soit. C'est quand Sékou a eu 4 ans que les choses ont commencé à changer. Pas de manière brutale, non. C'était subtil, presque invisible. Mais Moussa, lui, avait les yeux ouverts. Il avait remarqué quelque chose. Un soir, après le dîner, Moussa était assis dans le salon. Sékou jouait par terre avec ses petites voitures. Et à un moment, Essatou s'est levée pour aller prendre sa douche. Comme d'habitude, elle a appelé Sékou. Sékou, viens, on va se laver. Et Sékou a immédiatement lâché ses jouets et il a couru vers sa mère avec un empressement que Moussa a trouvé étrange. Ce n'était pas juste l'empressement d'un enfant qui obéit à sa mère. Il y avait quelque chose d'autre dans les yeux de ce petit garçon. Quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Moussa n'a rien dit ce soir-là. Il a gardé ça pour lui. Mais les jours suivants, il a commencé à observer. Et ce qu'il a vu lui a fait froid dans le dos. Il a remarqué que Sékou, du haut de ses 4 ans, avait développé un comportement possessif envers sa mère. Quand Moussa voulait s'asseoir à côté de sa femme sur le canapé, Sékou venait se mettre entre eux. Quand Moussa prenait la main d'Essatou, Sékou repoussait la main de son père. Quand Moussa et Essatou discutaient le soir dans leur chambre, Sékou venait frapper à la porte en pleurant, disant qu'il voulait dormir avec maman. Et le plus inquiétant, c'est que quand Moussa essayait de toucher sa femme, même juste une caresse sur l'épaule, Sékou regardait son père avec un regard que Moussa ne pouvait pas décrire. Un regard de rivalité. Un regard de jalousie. Un regard qu'aucun enfant de 4 ans ne devrait avoir. Un soir, Moussa a décidé de parler à sa femme. Il a attendu que Sékou soit endormi. Il s'est assis sur le lit, il a pris la main d'Essatou et il lui a dit avec tout le calme du monde. « Essatou, il faut qu'on parle de Sékou. » Essatou l'a regardé avec étonnement. « Quoi, Sékou? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Moussa a pris une grande respiration et il lui a dit « Il faut que tu arrêtes de te doucher avec lui. Il grandit. Il a 4 ans maintenant. Ce n'est plus un bébé. Il commence à comprendre des choses.
Et j'ai remarqué des comportements qui ne sont pas normaux pour un enfant de son âge. Essatou a retiré sa main. Son visage a changé. Elle a regardé Moussa comme s'il venait de dire la chose la plus absurde du monde. Moussa, tu plaisantes là? Sékou est un enfant. C'est un bébé. Il ne comprend rien du tout. Tu vois le mal partout. Moussa a essayé de lui expliquer ce qu'il avait observé. La possessivité, la jalousie, les regards, le fait que Sékou ne voulait plus que son père s'approche de sa mère. Mais Essatou ne voulait rien entendre. Elle a balayé chaque argument de Moussa d'un revers de main. Ce n'est rien. Tous les enfants sont comme ça. Il est juste attaché à sa maman. C'est normal à son âge. Tu es en train de voir des choses qui n'existent pas. Moussa a insisté. Il a haussé le ton. Il a dit à Essatou que si elle continuait comme ça, les conséquences allaient être graves. Il lui a dit que ce n'est pas normal qu'un garçon de 4 ans voie sa mère nue tous les jours. Il lui a dit qu'il y a des limites à ne pas franchir, même entre une mère et son fils. Mais Essatou s'est braquée. Elle s'est mise en colère. Tu es en train de salir mon fils. Tu es en train de mettre des pensées sales sur un enfant innocent. Sékou est pur. C'est toi qui as l'esprit tordu. Et elle lui a tourné le dos et s'est endormie. Moussa est resté éveillé toute la nuit. Il fixait le plafond. Il savait qu'il avait raison. Il sentait au plus profond de lui que quelque chose n'allait pas. Mais comment convaincre une mère qui refuse de voir la vérité? Comment faire comprendre à une femme que l'amour excessif peut devenir un poison? Les semaines ont passé. Les mois ont passé. Moussa a essayé de parler à Essatou encore et encore. Mais à chaque fois, la réponse était la même. Ce n'est rien. C'est juste un enfant. Et les douches ont continué. Chaque soir, mère et fils dans la même douche. Chaque soir, cette habitude qui s'enracinait de plus en plus profondément. Sékou a eu 5 ans, puis 6 ans, puis 7 ans. Et le comportement que Moussa avait observé n'a fait qu'empirer. Sékou ne supportait plus du tout la présence de son père près de sa mère. Il faisait des crises de colère quand Moussa embrassait Essatou sur la joue. Il pleurait quand ses parents fermaient la porte de leur chambre le soir. Il refusait de manger si sa mère ne s'asseyait pas à côté de lui. Il voulait sa mère pour lui tout seul, tout le temps, chaque seconde de chaque jour. Et Essatou, au lieu de voir le problème, était même flattée par cet attachement. Elle disait à ses amis, « Mon fils m'aime tellement, il ne peut pas rester une minute sans moi. » Ses amis trouvaient ça mignon. Tout le monde trouvait ça attendrissant. Personne ne voyait ce que Moussa voyait. Personne ne comprenait que derrière cet attachement excessif se cachait quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus dangereux. Moussa vivait un enfer silencieux. Il aimait sa femme, il aimait son fils, mais il se sentait impuissant. Il avait tout essayé. Les discussions calmes, les disputes, les ultimatums. Rien ne marchait. Essatou était convaincu que son mari exagérait. Et chaque jour qui passait, Moussa voyait son fils s'éloigner de lui un peu plus et se rapprocher de sa mère d'une manière qui n'avait rien de normal. Les années ont continué à défiler. Sékou a eu 10 ans. Puis 11, 12, 13. L'adolescence est arrivée. Et avec elle, tout ce que Moussa avait prédit est arrivé comme un raz de marée. Sékou, qui était maintenant un jeune adolescent, avait développé une obsession pour sa mère. Ce n'était plus la possessivité innocente d'un petit garçon. C'était quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus sombre. Il ne pouvait plus voir sa mère sans la dévorer des yeux. Quand Essatou s'habillait le matin, Sékou trouvait toujours un prétexte pour entrer dans la chambre. Quand elle marchait dans la maison, il la suivait du regard comme si le reste du monde n'existait pas. Et les douches, bien que Essatou ait fini par les arrêter quand Sékou avait environ 9 ans parce que même elle avait réalisé que son fils devenait trop grand, le mal était déjà fait. L'image de sa mère était gravée dans l'esprit de Sékou d'une manière qui ne pouvait plus être effacée. Moussa, de son côté, était devenu un étranger dans sa propre maison. Son fils le méprisait ouvertement. Quand Moussa adressait la parole à Essatou, Sékou coupait la conversation. Quand Moussa rentrait du travail le soir, Sékou ne le saluait même plus. Et quand il arrivait que Moussa et Essatou aient un moment d'intimité, un simple câlin, un baiser sur le front, Sékou entrait dans une colère noire. Il claquait les portes, il cassait des objets, il criait. Et ses cris disaient toujours la même chose. « Laisse ma mère tranquille. » C'est à ce moment-là qu'Essatou a commencé à avoir peur. Pour la première fois depuis toutes ces années, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à voir ce que Moussa voyait depuis le début.
Mais elle ne voulait pas l'admettre. Pas encore. Elle se disait que c'était l'adolescence, que ça allait passer, que Sékou traversait juste une phase difficile. Elle trouvait des excuses, encore et encore, parce qu'admettre la vérité, c'était admettre que Moussa avait eu raison depuis le premier jour. Et ça, elle n'était pas prête à le faire. Il y avait aussi des moments où la tension entre Moussa et Essatou atteignait des sommets. Moussa ne comprenait pas comment sa femme pouvait encore nier l'évidence. Un soir, après une énième dispute, Moussa a failli quitter la maison. Il avait pris son sac, il avait ouvert la porte, et il était resté debout sur le seuil pendant 10 minutes. Il pensait à tout ce qu'il laissait derrière lui. Sa femme, son fils, ses rêves de famille heureuse. Et puis il a refermé la porte. Il est resté. Pas par faiblesse, mais par amour. Parce que malgré tout, malgré la douleur et la frustration, il aimait cette femme et cet enfant plus que sa propre tranquillité. Dans le quartier, personne ne se doutait de rien. Les voisins voyaient une famille comme les autres. Un père qui travaille, une mère au foyer dévouée, un fils qui grandit. Personne ne soupçonnait le drame qui se jouait derrière ces murs. Parfois, la voisine Fatou venait boire le thé avec Essatou. Elle parlait de tout et de rien, de la vie, des enfants, du prix du riz au marché. Et Fatou disait souvent « Tu as de la chance, Essatou. Ton fils t'aime tellement. Mon fils à moi ne me regarde même plus depuis qu'il a eu son téléphone. » Et Essatou souriait, un sourire crispé que Fatou ne remarquait pas. Les années du lycée sont passées. Sékou était un élève moyen. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Il ne s'intéressait pas aux filles de son âge. Les autres garçons parlaient de leurs copines, de leurs amours de jeunesse, mais Sékou restait silencieux. Son cœur était déjà pris. Son cœur appartenait à une femme. Et cette femme, c'était sa propre mère. Il y avait des moments où Sékou lui-même souffrait de cette situation. La nuit, dans son lit, il se posait des questions. Pourquoi est-ce qu'il ressentait ça? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être comme les autres garçons? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'il voyait sa mère sourire, son cœur battait plus fort que la normale? Il savait que ce n'était pas normal. Au fond de lui, il le savait. Mais il ne pouvait pas contrôler ce qu'il ressentait. C'était plus fort que lui. C'était comme un feu qui brûlait à l'intérieur et que rien ni personne ne pouvait éteindre. Moussa, lui, avait fini par abandonner. Il avait compris que rien ne changerait. Il continuait à vivre dans cette maison, mais il était comme un fantôme. Il allait au travail, il revenait, il mangeait en silence, il se couchait. Il ne parlait presque plus à Essatou. Non pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce qu'il était fatigué. Fatigué de se battre contre un mur. Fatigué de voir sa famille se détruire à petit feu sans que personne ne veuille l'écouter. Et puis le jour que tout le monde redoutait est arrivé. Sékou avait maintenant 18 ans. Il avait grandi. C'était un jeune homme. Grand, fort, avec une voix grave et un regard intense. Mais derrière cette apparence d'homme se cachait toujours ce petit garçon de 4 ans qui prenait sa douche avec sa maman. Ce petit garçon qui n'avait jamais appris à mettre des limites. Ce petit garçon dont le cœur avait été formaté de travers. C'était un dimanche. Moussa était parti au travail. Il faisait des heures supplémentaires ce jour-là. Essatou était dans la cuisine en train de préparer le repas. Sékou était dans sa chambre. La maison était calme. On entendait juste le bruit des casseroles et le ventilateur qui tournait au plafond. Essatou fredonnait une chanson en coupant les légumes. Elle ne se doutait de rien. Sékou est sorti de sa chambre. Il est venu s'asseoir à la table de la cuisine. Il a regardé sa mère pendant un long moment sans rien dire. Essatou a senti son regard. Elle s'est retournée et lui a souri. « Tu as faim? Ce sera bientôt prêt. » Sékou n'a pas répondu. Il a juste continué à la regarder. Et puis, d'une voix calme mais tremblante, il a dit les mots que Essatou n'aurait jamais voulu entendre de toute sa vie. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Essatou a posé son couteau. Elle s'est retournée complètement vers son fils. « Oui, Sékou, qu'est-ce qu'il y a ?» Sékou a avalé sa salive. Ses mains tremblaient. Il a baissé les yeux, puis il les a relevés et il a regardé sa mère droit dans les yeux. « Maman, je t'aime. » Essatou a souri. « Moi aussi je t'aime, mon fils. » Mais Sékou a secoué la tête. « Non, maman. Tu ne comprends pas. Je ne t'aime pas comme un fils aime sa mère. Je t'aime autrement. Je t'aime comme un homme aime une femme. Je t'aime et je ne peux plus garder ça pour moi. Chaque jour je souffre.
Chaque nuit je pense à toi. Quand papa te touche, j'ai envie de le frapper. Quand tu souris à un autre homme, j'ai envie de crier. Maman, je suis amoureux de toi. Et je sais que c'est mal, je sais que c'est pas normal, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Le silence qui a suivi ces mots était le silence le plus lourd que cette cuisine ait jamais connu. Essatou n'a pas bougé. Elle est restée debout, les bras le long du corps, la bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés. Pendant quelques secondes, elle a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Que les murs de la cuisine se refermaient sur elle. Que l'air devenait trop lourd pour respirer. Et puis, tout lui est revenu en mémoire. Comme un film qu'on rembobine à toute vitesse. Les avertissements de Moussa. Les douches. La possessivité de Sékou quand il était petit. Les crises de colère. Les regards. Tout. Absolument tout. Chaque scène, chaque mot, chaque signe qu'elle avait ignoré pendant toutes ces années lui revenait en pleine figure comme une gifle. Moussa avait raison. Depuis le premier jour, Moussa avait raison. Et elle, dans son aveuglement de mère, dans son refus d'écouter, dans sa certitude que son fils était innocent et que son mari voyait le mal partout, elle avait laissé la situation pourrir jusqu'à ce point de non-retour. Les larmes ont commencé à couler sur les joues d'Essatou. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de peur, de honte, de regret. Ses jambes ont tremblé. Elle a dû s'appuyer sur le comptoir pour ne pas tomber. Et d'une voix brisée, elle a dit « Sékou, ce que tu me dis là, c'est impossible. Je suis ta mère. Tu entends ? Je suis celle qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Je suis celle qui t'a donné la vie. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. C'est une confusion. C'est une maladie. Et on va trouver une solution. » Mais Sékou a insisté. « Maman, ce n'est pas une confusion. Je sais ce que je ressens. J'ai essayé de l'oublier, j'ai essayé de penser à d'autres filles, mais rien ne marche. C'est toi que je veux. C'est toi que j'aime. Et personne ne pourra changer ça. » Essatou a reculé d'un pas. Pour la première fois de sa vie, elle avait peur de son propre fils. Pas une peur physique, non. Sékou ne lui ferait jamais de mal. Mais une peur plus profonde que ça. La peur de réaliser que c'est elle qui avait créé ce monstre. Que c'est elle qui, par son manque de limites, par son refus d'écouter les conseils de son mari, avait brisé quelque chose dans le cœur et dans l'esprit de son propre enfant. Elle a quitté la cuisine sans rien dire. Elle est allée dans sa chambre. Elle a fermé la porte. Et elle a pleuré. Elle a pleuré comme elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Toute l'après-midi, elle est restée enfermée dans cette chambre, à pleurer et à se demander comment elle en était arrivée là. Quand Moussa est rentré le soir, il a trouvé Essatou assise dans le noir, sur le bord du lit, les yeux rouges et gonflés. Il a compris immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. « Essatou, qu'est-ce qui se passe ?» Essatou a levé les yeux vers son mari. Et pour la première fois en 18 ans, elle lui a dit les mots qu'il attendait depuis longtemps. « Tu avais raison, Moussa. Depuis le début, tu avais raison. Et moi, je n'ai pas voulu t'écouter. » Elle lui a tout raconté. Les mots de Sékou, sa déclaration, tout. Moussa a écouté en silence. Son visage n'a montré ni surprise, ni colère, ni satisfaction d'avoir eu raison. Il a juste montré de la fatigue. La fatigue d'un homme qui avait vu venir une catastrophe et qui n'avait pas pu l'empêcher. « Je te l'avais dit, Essatou » a dit Moussa d'une voix douce mais ferme. « Je t'avais dit que ça arriverait. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait ?» Les jours qui ont suivi ont été les plus difficiles dans cette maison. Essatou évitait Sékou. Elle ne le regardait plus dans les yeux. Elle ne lui souriait plus. Elle avait peur de chaque geste, de chaque mot, de chaque regard. Et Sékou, de son côté, souffrait. Il voyait que sa mère le fuyait et ça le rendait encore plus malheureux. Il s'est mis à devenir agressif. Il cassait des choses dans la maison. Il claquait les portes. Il ne mangeait plus. Il ne dormait plus. La maison qui était autrefois remplie de rire et de bonheur était devenue un champ de bataille silencieux. Moussa regardait tout ça et il savait qu'il fallait trouver une solution. Mais quelle solution ? Envoyer Sékou chez un psychologue ? Essatou ne voulait pas. Elle avait trop honte. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'extérieur sache ce qui se passait dans leur famille. Envoyer Sékou vivre ailleurs ? Chez qui ? Et comment expliquer ça à la famille sans que tout le monde soit au courant ? C'est dans ce moment de désespoir qu'Essatou a pensé à quelqu'un. Le pasteur Daniel.
C'était un homme de Dieu respecté dans le quartier. Un homme sage, discret, qui avait aidé beaucoup de familles en difficulté. Aissatou n'était pas très croyante, mais à ce stade, elle était prête à essayer n'importe quoi. N'importe quoi pour sauver son fils. N'importe quoi pour réparer ce qu'elle avait cassé. Un matin, sans rien dire à personne, Aissatou s'est habillée et elle est sortie de la maison. Elle a pris un taxi et elle est allée voir le pasteur Daniel. Quand elle est arrivée devant l'église, elle a hésité. Pendant de longues minutes, elle est restée debout devant la porte, à se demander si elle allait entrer ou pas. Et puis elle a pris son courage à deux mains et elle a poussé la porte. Le pasteur Daniel était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux blancs, un visage doux et des yeux qui inspiraient confiance. Il a accueilli Aissatou avec un sourire bienveillant. « Ma fille, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'amène » Aissatou s'est assise. Et pendant 1 heure, elle a tout raconté. Depuis le début. Les douches avec Sékou bébé, les avertissements de Moussa qu'elle avait ignorés, la possessivité grandissante de Sékou, et finalement, la déclaration. Elle a tout dit, sans rien cacher, les larmes coulant sur ses joues du début à la fin de son récit. Le pasteur Daniel l'a écoutée sans l'interrompre. Quand elle a terminé, il est resté silencieux un moment. Puis il a parlé. « Ma fille, ce que tu me racontes, ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Ton fils n'est pas un mauvais garçon. Mais il a grandi dans une confusion que toi-même tu as créée sans le savoir. Quand un enfant voit le corps de sa mère tous les jours, pendant des années, son esprit se forme autour de cette image. Il ne fait pas la différence entre l'amour maternel et l'amour charnel. Les deux se mélangent dans sa tête et quand il grandit, il ne sait plus où l'un s'arrête et où l'autre commence. » Aissatou pleurait. Le pasteur a continué. « Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Ton fils est sous l'emprise d'un esprit de confusion. Un esprit qui a profité de cette brèche, de cette porte que tu as ouverte sans le savoir, pour s'installer dans sa vie. Ce n'est pas juste un problème psychologique. C'est aussi un combat spirituel. Et il faut combattre sur les deux fronts. » Le pasteur Daniel a proposé à Aissatou de faire venir Sékou pour des séances de prière et de délivrance. Aissatou a hésité. Comment convaincre Sékou de venir? Comment lui expliquer? Mais le pasteur lui a dit, ne lui explique rien. Dis-lui juste que tu veux qu'il t'accompagne à l'église. Si tu y vas avec foi, le reste suivra. Convaincre Sékou n'a pas été facile. Quand Aissatou lui a demandé de l'accompagner à l'église, Sékou a refusé catégoriquement. Je ne vais pas aller dans une église. Je n'ai pas besoin de prière. J'ai besoin que tu m'écoutes, maman. Aissatou a insisté. Elle a supplié. Elle a pleuré. Et finalement, c'est parce qu'elle pleurait que Sékou a accepté. Pas parce qu'il voulait aller à l'église, mais parce qu'il ne supportait pas de voir sa mère pleurer. Le premier jour, Sékou est entré dans l'église avec un visage fermé. Il ne voulait pas être là. Il ne croyait pas à ces histoires de prière et de délivrance. Il trouvait tout ça ridicule. Le pasteur Daniel l'a accueilli avec calme. Il ne lui a pas fait de sermon. Il ne l'a pas jugé. Il lui a juste dit, « Mon fils, tu es le bienvenu ici. Personne ne va te juger. Personne ne va te faire de mal. On est juste là pour t'aider. » Les premières séances de prière ont été intenses. Le pasteur priait, les fidèles priaient, et Sékou restait assis, les bras croisés, le visage dur. Il ne participait pas. Il ne priait pas. Il regardait le plafond où il fixait le sol. Mais le pasteur ne se décourageait pas. Il continuait. Chaque séance, il priait pour Sékou avec une foi inébranlable. Et puis, à la 3e séance, quelque chose s'est passé. Le pasteur était en train de prier, les mains posées sur la tête de Sékou, quand soudain Sékou s'est mis à trembler. Pas un tremblement de froid, non. Un tremblement qui venait de l'intérieur. Tout son corps vibrait. Et puis il s'est mis à pleurer. Des larmes qu'il retenait depuis des années. Des larmes de souffrance, de confusion, de douleur. Il pleurait tellement fort que tout le monde dans l'église pouvait l'entendre. Aissatou, qui était assise au fond de l'église, pleurait aussi. Elle pleurait en regardant son fils se battre contre quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Le pasteur a augmenté l'intensité de ses prières. Il a prié avec une autorité qui remplissait toute l'église. Il a prié contre l'esprit de confusion, contre l'esprit de perversion, contre tout ce qui avait pris racine dans le cœur de ce jeune homme. Et Sékou criait. Il criait comme s'il se vidait de toute la douleur qu'il avait accumulée depuis l'enfance. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé dans Sékou.
Quelque chose de profond, quelque chose d'ancien, quelque chose qui le tenait prisonnier depuis qu'il était petit. C'était comme si une chaîne invisible venait de se casser. Quand la prière s'est terminée, Sékou est resté allongé par terre, épuisé, le visage trempé de larmes. Mais pour la première fois depuis très longtemps, son regard avait changé. Il y avait de la paix dans ses yeux. Une paix qui n'avait jamais été là avant. Le pasteur a continué les séances pendant plusieurs semaines. Chaque séance, Sékou venait. Et chaque séance, il changeait un peu plus. Il participait aux prières maintenant. Il fermait les yeux, il baissait la tête, il priait avec les autres. Le pasteur prenait aussi du temps pour discuter avec lui en privé. Il lui expliquait la différence entre les différentes formes d'amour. Il lui expliquait que l'amour qu'un fils a pour sa mère est sacré, mais qu'il a des limites. Il lui expliquait que ce qu'il avait ressenti n'était pas de sa faute, que c'était le résultat d'une situation qu'il n'avait pas choisie, mais que maintenant qu'il en avait conscience, il avait le pouvoir de changer. Le pasteur parlait aussi à Essatou. Il lui disait que la guérison de Sékou ne pouvait pas se faire sans la sienne. Que Essatou devait aussi guérir de sa culpabilité, de sa honte, et surtout, de son refus de reconnaître ses erreurs. Ma fille, tu n'es pas une mauvaise mère. Tu as fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Et maintenant, tu es en train de faire la bonne chose. Quand Sékou a présenté cette fille à sa mère, Essatou a pleuré de joie. C'était la preuve que son fils était guéri. La preuve que tout était fini. La preuve que la délivrance avait fonctionné. Un soir, alors que toute la famille était réunie autour de la table pour le dîner, Sékou a pris la parole. Il a regardé son père et sa mère tour à tour. Et il a dit quelque chose qui a fait couler les larmes de tout le monde. Papa, maman, je veux vous demander pardon. Pardon pour tout ce que je vous ai fait subir. Pardon pour la douleur, pour les cris, pour les années de souffrance. Je sais que je vous ai fait du mal. Je sais que j'ai failli détruire cette famille. Et je veux que vous sachiez que je suis conscient de tout ça maintenant. Papa, tu avais raison depuis le début et je te demande pardon de ne pas t'avoir respecté. Maman, tu es ma mère et je t'aime comme un fils doit aimer sa mère. Plus jamais autrement. Plus jamais. Moussa a posé sa fourchette. Essatou a mis sa main sur sa bouche. Et pendant quelques minutes, personne n'a mangé. Ils ont juste pleuré ensemble. Des larmes de soulagement, des larmes de guérison, des larmes de gratitude. La maison qui avait été un champ de bataille pendant des années est redevenue un foyer. Le rire est revenu. Les repas en famille sont revenus. Les soirées devant la télé, les trois ensemble, sont revenus. Moussa tenait la main de sa femme sur le canapé et Sékou était assis dans un fauteuil à côté, détendu, souriant, heureux. Cette image-là, cette simple image d'une famille normale, c'était le plus beau cadeau que la vie pouvait offrir à cette famille. Essatou a appris la leçon la plus importante de sa vie. Elle a compris que protéger un enfant, ce n'est pas seulement le nourrir, l'habiller et le loger. Protéger un enfant, c'est aussi lui donner des limites. C'est savoir dire non même quand il pleure. C'est écouter les conseils de ceux qui voient les choses de l'extérieur. C'est accepter que parfois, on a tort, même quand on est convaincu d'avoir raison. Moussa a appris lui aussi. Il a appris que la patience, même quand elle semble inutile, finit toujours par porter ses fruits. Il a appris que l'amour véritable, c'est rester à côté de quelqu'un même quand cette personne refuse de vous écouter. Il a appris que le rôle d'un père, c'est de veiller sur sa famille, même quand sa famille ne voit pas le danger. Et Sékou, le plus important de tous, a appris que l'on peut se relever de n'importe quelle chute. Que l'on peut guérir de n'importe quelle blessure. Que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais ce que l'on fait avec ce qui nous arrive. Il est devenu le fils modèle. Celui qui respecte sa mère, celui qui admire son père, celui qui construit sa propre vie avec courage et dignité. Il est devenu la preuve vivante que la délivrance est possible, que le changement est réel, et que personne n'est jamais trop brisé pour être réparé. Mes chers spectateurs, cette histoire me touche profondément. Je tenais à donner mon analyse personnelle parce que je pense que nous avons tous quelque chose à apprendre de ce qui est arrivé à cette famille. Premièrement, cette histoire nous montre à quel point les limites sont importantes dans l'éducation des enfants. Essatou aimait son fils. Personne ne peut remettre ça en question. Mais l'amour sans limite devient dangereux. Ce n'est pas parce qu'un enfant est petit qu'il ne comprend rien. Les enfants absorbent tout comme des éponges. Chaque image, chaque sensation, chaque habitude se grave dans leur esprit et les accompagne toute leur vie. Deuxièmement, cette histoire nous montre l'importance de la communication dans un couple.
Moussa a vu le problème. Il a essayé de prévenir sa femme. Mais Essatou n'a pas voulu écouter. Combien de familles se détruisent parce qu'un des deux partenaires refuse d'écouter l'autre? Combien de catastrophes pourraient être évitées si on apprenait simplement à s'asseoir, à écouter et à prendre en compte l'avis de la personne qui partage notre vie? Troisièmement, cette histoire nous montre que la honte est l'ennemi de la guérison. Essatou a mis du temps avant d'aller chercher de l'aide parce qu'elle avait honte. Elle ne voulait pas que les gens sachent. Mais tant qu'elle gardait ce secret, la situation empirait. C'est seulement quand elle a décidé de parler, de demander de l'aide, que les choses ont commencé à changer. Et pour finir, cette histoire nous montre que la délivrance est possible. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, il y a toujours un chemin vers la guérison. Sékou était dans une situation que beaucoup considéreraient comme désespérée. Mais il a été délivré. Il a changé. Il est devenu un homme nouveau. Et s'il lui a pu s'en sortir, alors n'importe qui peut s'en sortir aussi. Je veux aussi dire un mot aux parents qui nous regardent. Protégez vos enfants. Pas seulement des dangers extérieurs, mais aussi des dangers que vous pouvez créer vous-même sans le vouloir. Un enfant n'est pas un jouet. Un enfant n'est pas un ami. Un enfant est une personne en construction et chaque geste, chaque habitude, chaque décision que vous prenez dans son éducation va façonner l'adulte qu'il deviendra. Soyez attentifs aux signaux. Écoutez votre conjoint quand il vous alerte. Ne laissez pas votre orgueil devenir plus important que le bien-être de votre enfant. Voilà mes chers spectateurs, cette histoire est terminée. Mais avant de partir, je veux vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous pensez que Essatou est responsable de ce qui est arrivé à Sékou? Est-ce que vous pensez que Moussa aurait dû insister davantage? Est-ce que dans votre entourage, vous avez déjà vu des situations similaires où un parent n'a pas su mettre des limites avec son enfant? Dites-moi tout en commentaire, je lis tous vos messages et je vous réponds. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et de vos familles.